L'installation d'une base de drones n'est pas une bonne nouvelle pour les peuples du Sahel, et plus largement de l'Afrique de l'Ouest, qui pourraient connaître les mêmes malheurs que les Afghans et les Pakistanais confrontés à la guerre des drones avec sa cohorte de victimes civiles, appelée pudiquement dégâts collatéraux. D'après le journaliste du New York Times, qui s'est rendu sur place, les drones présents à Dirkou ressembleraient à des Predator, des aéronefs d'ancienne génération qui ont un rayon d'action de 1250 km. Il serait assez étonnant que l'agence de l'anglais soit équipée de vieux modèles alors que l'US Air Force dispose à Niamey et bientôt à Agadez des derniers modèles MQ-9 Reaper, qui, eux, volent sur une distance de 1850 km. À partir de cette base, la CIA dispose donc d'un terrain de tir étendu qui va de la Libye, au sud de l'Algérie, en passant par le Tchad, jusqu'au centre du Mali, au nord du Burkina et du Nigeria. Selon 2 sources militaires de pays d'Afrique de l'Ouest, ces drones ont déjà réalisé des frappes à partir de la base de Dirkou. Ces bombardements ont eu lieu en Libye. Il paraît important de préciser que le chaos existant dans ce pays depuis la guerre de 2011 ne rend pas ces frappes plus légales. Par ailleurs, ces mêmes sources suspectent la CIA d'utiliser Dirkou comme une prison secrète si des drones peuvent s'opposer des avions aussi. Rien ne les empêche de transporter des terroristes de Libye exfiltrés. Dirkou un Guantanamo bis? Selon ce média, l'opération au Niger a été réduite sous l'administration Obama, mais elle a été rétablie par le président Trump. Le New York Times a rapporté que Barack Obama cherchait à apporter une plus grande transparence aux attaques dans lesquelles les États-Unis refusaient souvent de reconnaître leur rôle. C'est ainsi qu'il a confié aux militaires la responsabilité des frappes de drones après qu'une série de frappes très visibles, dont certaines ont tué des civils, ait provoqué une réaction de rejet. Mais, comme l'a rapporté le New York Times, sous l'administration Trump, la CIA est en train d'élargir ses opérations de drones, déplaçant des avions vers la base aérienne dans le nord-est du Niger, pour cibler les militants du sud de la Libye. Le média ajoute également que l'expansion s'ajoute aux missions secrètes limitées de l'agence dans l'est de l'Afghanistan pour les frappes au Pakistan, et dans le sud de l'Arabie Saoudite pour les attaques au Yémen. Des responsables nigériens et états-uniens, cités par le New York Times, ont déclaré que la CIA pilotait des drones en mission de surveillance depuis plusieurs mois depuis un coin d'un petit aéroport commercial à Dirkou. Depuis février 2018, l'aéroport s'est considérablement agrandi pour inclure une nouvelle voie de circulation, des murs et des postes de sécurité. En outre, il n'est pas impossible que ces drones tueurs aient été en action dans d'autres États limitrophes. Qui peut le savoir? Cette base est irrégulière, illégale, la CIA peut faire absolument tout ce qu'elle veut là-bas, rapporte un officier. De plus, comment faire la différence entre un MQ-9 Reaper de la CIA ou encore un de l'US Air Force? En novembre 2017, le président Mahamadou Issoufou a autorisé les drones de l'US Air Force basés à Niamey, à frapper leurs cibles sur le territoire nigérien. 2. Mais pour que cet agrément soit légal, il aurait fallu qu'il soit présenté devant le Parlement, ce qui n'a pas été le cas. Même s'il l'avait été, d'une part, il le serait seulement pour l'armée US et pas pour la CIA, d'autre part, il ne serait valable que sur le sol nigérien et pas sur les territoires des pays voisins. Le 10 octobre 2016, la chancelière allemande Angela Merkel a rendu une visite officielle en République du Niger. Cette visite s'est effectuée en prélude à l'installation très imminente d'une base militaire allemande au nord du Niger, qui sera la 3e après celle des États-Unis et de la France. Officiellement, ces bases militaires sont installées pour lutter contre le terrorisme de Boko Haram et des autres groupes terroristes au Sahel notamment au Mali et au Niger. Est-ce leur véritable motivation? À la veille de la visite de la chancelière allemande au Niger, un camp de réfugiés maliens sur le territoire nigérien a été attaqué, générant 22 morts et plusieurs blessés. Le 17 octobre 2016, des terroristes ont attaqué la prison de haute sécurité de Koutoukale à une quarantaine de kilomètres de Niamey. 2 jours avant, le 15 octobre 2016, un humanitaire américain a été kidnappé par des éléments du MUJAO venant du Mali, son garde du corps et une tierce personne assassinée par les assaillants. 3 attaques terroristes en moins d'une semaine pour un pays qui abrite des bases aériennes et terrestres de 2 grandes puissances militaires. Avec tous les effectifs et les moyens logistiques déployés, on s'étonne que des militaires nigériens, basés presque dans les mêmes environs, ne soient pas informés de la préparation d'attaques sur leur position. Or, ces bases militaires de par leurs moyens et leur positionnement, Niamey, Agadez et Difa, couvrent l'essentiel du Niger et du Sahel. Toutes les poches de conflit sont surveillées par des drones et avions de surveillance. Cela signifie raisonnablement qu'il n'y a pas un partage de renseignements collectés par les Occidentaux avec les militaires nigériens. C'est ce manque de coopération qui étonne et frustre les Nigériens, qui se demandent légitimement à quoi bon servent ces bases si ce n'est pas pour collaborer avec l'armée locale. Par ailleurs, l'existence même des bases occidentales sur le territoire est un danger car pouvant attirer les hordes des terroristes qui se jurent d'attaquer l'Occident et ses alliés partout dans le monde. Les combattants de l'UE en Libye peuvent, pour se venger des bombardements occidentaux,
s'attaquer au Niger. C'est d'ailleurs un des facteurs qui explique les incessantes attaques terroristes sur le territoire nigérien. Autrement dit, sur le plan militaire, ces bases produisent des effets contraires aux résultats escomptés. Sur le plan économique, ces bases remplissent des missions de contrôle des approvisionnements en matières premières. Il n'est un secret pour personne que les mines d'Areva au Niger approvisionnent une importante partie des centrales nucléaires françaises. Pour assurer la stabilité de cet approvisionnement, un détachement de militaires français est affecté à la protection de ces mines. Le sous-sol sahélo-saharien est riche en ressources naturelles. De l'uranium au pétrole en passant par l'étain, le phosphate, le sel, l'or et bien d'autres minerais. Ce qui explique des stratégies de positionnement, de prise de contrôle, d'encerclement et de contre-encerclement, à la définition des enjeux géopolitiques et géoéconomiques de la zone sahélienne. 1. Les Occidentaux concurrencent, via les bases militaires, les positions de la Chine qui est un partenaire de plus en plus incontournable en Afrique. Au Niger, la Chine est présente dans le secteur pétrolier avec la SORA, qui est une coentreprise entre la CNPC, China National Petroleum Corporation, et l'État du Niger. Elle est également présente dans l'or et l'uranium avec la China National Nuclear Corporation, CNNC. Mieux, la Chine a failli ravir la vedette aux Français en étant très proche de remporter les concessions uranifères d'Imourarin. Précisons que l'Allemagne, dernier pays venu au Niger, est également présent dans l'exploitation de l'uranium à travers la compagnie Urangesellschaft, actionnaire dans la Somaïr, société des mines de l'Aïr. Dans le charbon, ils sont en phase de reprendre le marché de la centrale thermique de Salkadana, qui est en principe aux mains des Américains. Dans le domaine militaire, la Chine n'a pas encore de projet officiel d'installer une base au Niger. Mais compte tenu de son importance économique, l'Empire du Milieu pense au Niger, ce n'est qu'une question de temps. Au-delà des ressources traditionnelles que constituent le pétrole, le charbon et l'uranium, le Niger dispose d'importants gisements de métaux rares qui peuvent attiser l'intérêt des Occidentaux. Il s'agit du gallium, du dysprosium, du niobium ou encore du zirconium. Ces métaux entrent dans la fabrication de pratiquement tous les produits de haute technologie comme les smartphones, les tablettes, les satellites, etc. L'autre enjeu derrière l'installation de ces bases militaires, et non le moindre, est la lutte contre la migration clandestine vers les pays de l'Europe et le trafic de drogue. En effet, les routes du trafic de drogue et de migrants se croisent au Niger. La cocaïne produite en Amérique latine en direction des États-Unis et de l'Europe transite notamment par le Niger, passe de Salvador. Depuis la chute du guide libyen, la migration clandestine vers l'Europe a repris de plus belle. Pour lutter contre ces phénomènes, les Européens créent ou financent des centres de rétention et ou de transit de migrants à Agadez, Dirkou et Niamey. Ainsi, un financement de 50 milliards de francs CFA est accordé au Niger par l'Union européenne pour financer 5 projets entrant dans le cadre du plan d'action du sommet de la Valette (UE-Afrique) sur les migrations. En contrepartie, le Niger a accepté d'entraver la libre circulation de citoyens ouest-africains, et ce contre les dispositions de l'UEMOA. Pire, il a accepté de réadmettre ceux qui ont fait l'objet d'expulsion du territoire européen. Le Niger sert de frontière extérieure à l'Union européenne. C'est à croire que le Niger est devenu le gendarme de l'Europe en matière sécuritaire et de lutte anti-migratoire. Avec l'installation tout azimut des bases étrangères au Niger, c'est la souveraineté économique et territoriale qui se trouve aliénée tout en offrant un champ de bataille légitime aux terroristes. Pour rappel, cette autorisation a été accordée à peine un mois après les événements de Tongo, où 9 militaires avaient été tués, 5 soldats nigériens et 4 américains. Cette autorisation est souvent présentée comme la conséquence de cette attaque. Or, les pourparlers ont eu lieu bien avant. En effet, l'Africom a planifié la construction de la base de drones d'Agadez, la seconde la plus importante de l'US Air Force en Afrique après Djibouti, dès 2016, sous le mandat de Barack Obama. Une nouvelle preuve que la politique africaine du Pentagone n'a pas changé avec l'arrivée de Donald Trump. Dès lors, le veto catégorique des États-Unis de placer la force G5 Sahel sous chapitre 7 se comprend mieux. Il s'agit de mener une guerre non officielle sans mandat international des Nations Unies et sans se soucier du droit international. Ce n'était donc pas utile qu'Emmanuel Macron, fer de lance du G5, force qui aurait permis à l'opération Barkhane de sortir du bourbier dans lequel elle se trouve, plaide à de nombreuses reprises cette cause auprès de Donald Trump. Tous les présidents du G5 Sahel s'y sont essayés également, en vain. Ils ont fini par comprendre, 4 chefs d'État ont boudé la dernière Assemblée Générale des Nations Unies. Seul, le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, est monté à la tribune pour réitérer la demande de mise sous chapitre 7, unique solution pour que cette force obtienne un financement pérenne. Alors qu'en décembre 2017, Emmanuel Macron y croyait encore dur comme fer et exigeait des victoires au premier semestre 2018, faute de budget, le G5 Sahel n'est toujours pas opérationnel. Néanmoins, la Chine a promis de le soutenir financièrement.
Magnanime, le secrétaire d'État à la Défense, Jim Mattis a lui assuré à son homologue, Florence Parly, que les États-Unis apporteraient à la force conjointe une aide très significativement augmentée. Mais toujours pas de chapitre 7 en vue, ainsi, l'administration Trump joue coup double. Non seulement elle ne s'embarrasse pas avec le Conseil de sécurité et le droit international, mais sous couvert de lutte antiterroriste, elle incruste ses bottes dans ce qui fut, la zone d'influence française. Cerise sur le gâteau, en août dernier le patron de l'Africom, le général Thomas de Waldhauser, a annoncé une réduction drastique de ses troupes en Afrique. Les sociétés militaires privées, dont celle d'Eric Prince, anciennement Blackwater, ont bien compris le message et sont dans les starting blocks prêtes à s'installer au Sahel. La stratégie pétrolière française et américaine sur le Sahara occidental pour Washington, le Maghreb et l'Afrique noire, Golfe de Guinée, sont deux réservoirs pétroliers complémentaires du Moyen-Orient, qui présentent l'avantage d'une façade d'exportation atlantique, donc protégée des conflits du Moyen-Orient et de la rivalité future avec l'Asie. Il apparaît de plus en plus nettement que Washington ambitionne de devenir le parrain d'un petit État pétrolier indépendant au sud, plutôt que de devoir négocier avec un État puissant comme le Maroc. La logique géopolitique anglo-saxonne est celle de l'émiettement des États. Quoi de mieux en effet pour Washington qu'un petit indépendant dans le sud marocain, qui permettrait aux Américains d'échanger avec les Algériens l'accès de l'Algérie à l'océan Atlantique contre un partenariat privilégié pour les compagnies américaines dans l'exploitation comme dans l'exportation vers les États-Unis, tout ceci évidemment au détriment des Européens, comme d'une coopération algéro-marocaine. Résumé, Kadhafi-Saddam Hussein, leur élimination ne pouvait qu'entraîner la guerre civile. Pétrole, uranium et francs CFA sont les trois vraies raisons des interventions occidentales dans ces pays. Kadhafi et Saddam Hussein, pourquoi eux? Ils ont été éliminés soi-disant au nom de la démocratie, pour libérer leur propre peuple de leur tyrannie. Résultat, une guerre civile et une anarchie totale dans leur propre pays, mais aussi la déstabilisation des pays environnants. On connaît tous les mensonges invoqués, armes de destruction massive, menaces pour l'humanité, etc. Mais quelles sont les vraies raisons? Libye et uranium d'Afrique. Explication de la destruction de la Libye. Kadhafi voulait instaurer une monnaie pan-africaine basée sur l'or et commercer à l'international avec. La France domine l'Afrique de l'Ouest économiquement grâce à la monnaie qu'elle produit, le franc CFA. De plus en créant l'anarchie en Libye, il était évident que des tribus rebelles allaient s'aimer au Sahel. Ces tribus libyennes déstabilisent des pays tels que le Mali et le Niger. Ce chaos régional a nécessité une intervention française. Sous couvert d'aider nos amis africains, la France peut mieux contrôler les mines d'uranium du Niger et prospecter le pétrole au Mali. Uranium, la France n'a aucun gisement d'uranium. Sa production d'électricité dépend à 73% d'uranium importé d'Afrique. Le prix de cet uranium est négocié directement entre la société française Areva et le gouvernement du Niger. La France a d'abord créé l'instabilité de la région en détruisant la Libye, puis la France s'est proposé d'assurer la stabilité militaire de ces pays. En ayant la possibilité de remplacer du jour au lendemain tout président africain qui ne voudrait pas obéir, la France est en position de fixer elle-même le prix de l'uranium et des autres ressources naturelles. Réfléchissons. Pourquoi la France qui agit presque seule en Libye? Pourquoi pas l'Angleterre, qui est bien mieux positionnée avec sa base militaire à Chypre ou les USA à partir des bases de l'OTAN bien plus proches? Tout simplement en raison de l'uranium et du franc CFA, la France avait le plus d'intérêt à détruire la Libye. Achat du pétrole en dollars, c'est obligatoire. Changer de monnaie serait remettre en cause le système monétaire américain et plonger les USA dans une grave crise financière. Saddam Hussein a osé braver cette loi. Il voulait vendre son pétrole en euros. Son pays fut complètement détruit. Non seulement M. Chirac, alors président de la France, mais de nombreuses autres personnalités savaient que faire la guerre à l'Irak serait ouvrir une boîte de Pandore qu'il serait impossible de refermer. Guerre civile dans les pays producteurs de pétrole, ce chaos légitime une présence militaire occidentale. Cela crée une hausse du cours du pétrole et ainsi maximise les revenus des sociétés pétrolières occidentales et rend le gaz de schiste rentable. Ces guerres et destructions massives de bâtiments sont aussi très rentables pour les industries de l'armement et du BTP.